Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 9 août, après son président la semaine dernière, le PDCI encore éploré, le parti perd l'un de ses vice-présidents. Le général Gaston Ouassénan-Koné a tiré sa révérence mardi à l'âge de 84 ans. Annoncé le 4 août dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la suppression du tronc commun de la première année de médecine divise. On en parle dans le détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné s'est entretenu ce mercredi avec les ambassadeurs de Corée et des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire. Avec les deux diplomates, il a été question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur pays. Les Émirats arabes unis vont accueillir du 30 novembre au 12 décembre prochain la conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, ou COP28. Pour en donner l'information officiellement à la Côte d'Ivoire et l'inviter à y prendre part, l'ambassadeur des Émirats arabes unis s'est rendu chez le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné. Je suis venu particulièrement aujourd'hui pour remettre à son Excellence, Monsieur le Vice-président, la lettre d'invitation de Son Altesse, Monsieur le Président des Émirats arabes unis, à Son Excellence, afin de prendre part à la conférence COP28 qui aura lieu à Dubaï. L'ambassadeur de Corée était également à la présidence de la République, où il a échangé durant 1 heure environ avec le vice-président. Il a été également question de coopération entre les deux pays. 오늘 양국 관계가 지난 62년간 굉장히 활발하고 Aujourd'hui, nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et puis, je dis que moi aussi, je vais faire mes efforts pour renforcer encore cette coopération dans le domaine de la politique, de l'économie, de la société et puis de la culture. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud entretiennent des relations diplomatiques depuis 63 ans. Le centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, situé en plein cœur d'Abidjan, est l'un des symboles de cette excellente coopération et a été inauguré en 2021. Il est celui qui a hissé pour la première fois le drapeau ivoirien dans les airs à la proclamation de l'indépendance en 1960. Ancien homme d'État, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale ivoirienne, le général Gaston Ouassénan-Koné s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. La Côte d'Ivoire et particulièrement le PDCI pleure l'un de ses grands hommes. Reportage. Dernière, Gaston Ouassénan-Koné conduisait la délégation du PDCI, venue présenter ses condoléances à la veuve de Henri Konan Bédié, après avoir pris part à la réunion des vice-présidents et des membres du secrétariat exécutif qui a abouti à la désignation du successeur du Sphinx de Daokro à la tête de l'ex-parti unique. C'est donc un homme très impliqué dans la vie du parti et même pressenti par certains observateurs pour succéder au président Bédié à la tête du PDCI au terme de la période d'intérim qui s'en est allée dans la nuit du 8 au 9 août. Une grosse épreuve pour les militants et sympathisants du PDCI-RDA qui se retrouvent plus que jamais dans l'incertitude après la perte du président et d'un vice-président en un peu plus d'une semaine. Depuis 2000, année de sa retraite de l'armée, Gaston Ouassénan-Koné s'était engagé pleinement dans la vie politique. Il a été successivement député du PDCI, président du groupe parlementaire PDCI, puis vice-président du parti. Sa mort est donc un nouveau coup dur pour le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui voit s'effondrer un autre de ses piliers historiques, alors qu'il prépare les élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre prochain. Et puis retour sur le parcours de ce grand homme d'État, serviteur de la nation ivoirienne, dans ce reportage. Le général de division Ouassénan n'est plus. Il a croisé le chemin de la Grande Faucheuse dans la soirée d'hier, mardi. Plongeant à nouveau son parti, le PDCI-RDA, dont il était le coordonnateur des vice-présidents, dans la consternation. Il était au domicile du président du Konan Bédié, à la tête des vice-présidents, pour aller dire Yako à maman Henriette Konan Bédié. Il paraissait en très grande forme. Avant ça, il a coordonné un certain nombre de présentations de candidatures aux élections municipales et régionales 2023
prochain. Il était en très bonne forme. À Daoukro même, on l'avait esquissé des pas de chez lui. Donc c'est une mort véritablement inattendue et brusque, surtout dans un moment un peu compliqué que le PDCI vit en ce moment avec la succession du président Arikonan Bédié. Le parti sexagénaire est frappé à nouveau de plein fouet par le décès de celui qui invoquait la résilience, une semaine après le décès du président du parti, Henri Konan Bédié. Quand on parle des socles de la Côte d'Ivoire moderne, Gaston Wassoné-Koné en fait partie. Et quand on parle des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, Henri Konan Bédié en fait partie. Malheureusement, la Providence a voulu que les deux, en l'espace d'une semaine, nous quittent. Gaston Wassoné-Koné, tout comme le président Henri Konan Bédié, fait partie des immortels de la Côte d'Ivoire. Fait partie de ceux dont la vie doit servir de boussole pour les générations actuelles et pour les générations futures. Depuis l'annonce du décès, la solidarité autour de la famille bat son plein. Homme politique du premier cercle du président Bédié, celui qui prit le commandement de la maréchaussée ivoirienne en tant que jeune capitaine le 1er mars 1964, était un homme de conviction et de conciliation. Pour preuve, les cadres de la diversité du paysage politique de sa région natale, le Hambol, dont Justin Katinan-Koné du PPSCI et Thomas Camara du RHDP, pleurent un père. Katiola perd un fils. Et nous, les cadres du département de Katiola, nous perdons un père. On le considérait comme le doyen des cadres du Hambol. Et à Katiola, c'était vraiment notre papa à nous tous. On se remet à Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Décédé à 84 ans dans une clinique d'Abidjan, le général Wassénan résume 3 vies. Une première au sein du gouvernement, où il a assumé les responsabilités de ministre. Une au sein des représentations diplomatiques du pays et parlementaires, en tant que président du groupe parlementaire PDCI, et une autre militaire au sein des forces de défense et de sécurité. C'est cet homme à l'esprit républicain, peu loquace, figure politique modérée au verbe jamais haut et tranchant qui part, laissant des cœurs en lambeaux, déchirés par son inattendu décès. Et l'histoire du général Gaston Wassénan-Koné se confond avec celle de la ville de Katiola dont il est natif et où l'on se rend à présent, réaction des populations dans cette ville où il était considéré comme la plus grande figure après le général Thomas Daquin, premier chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, qui fut également maire de Katiola, dit Pierre Dipomela. La ville de Katiola s'est réveillée ce mercredi avec cette terrible nouvelle, la disparition brutale du général Wassénan Gaston Koné, avant même l'annonce officielle du deuil. Comme il est de coutume en pays Tagbana, ces scènes de tristesse et de consternation chez les proches, mais aussi pour toute la population pour qui le général Wassénan était la figure la plus importante de la ville. C'est hier aux environs de 23 h, la nouvelle est tombée. On ne s'attendait pas à ça. On ne peut rien y faire. Vraiment, la nouvelle a beaucoup attristé Katiola. Tout le monde est en pleurs actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut qu'accepter tout ce que Dieu fait. Après le décès du feu général Thomas Daquin, qui était pour nous un gros baobab, qui était tombé, aujourd'hui encore, voici un autre baobab qui nous quitte, toute la ville est attristée. Dans les rues de la capitale du Hambol, c'est l'affliction. C'est tout pour nous ici. Lorsque nous avons appris vraiment le décès du général Wassénan-Koné, tout le monde est dessus. Tout le monde en pleure, tout le monde en pleure. Vraiment, c'est un grand choc pour toute la Côte d'Ivoire. Puisqu'il n'y a même pas une semaine, notre papa Bédié nous a quittés. Ce sont 2 grandes autorités qui nous ont lâchés comme ça. Le général Wassénan Gaston Koné a célébré la fête de l'indépendance avant de s'en aller. Jour symbolique, puisque c'est lui, jeune lieutenant à l'époque, qui descendit le drapeau français et fit monter fièrement le drapeau ivoirien le 7 août 1960, signe de la consécration et de l'autodétermination de la Côte d'Ivoire, indépendante. Il part une semaine après le décès du président Bédié
auprès de qui il a servi en tant que vice-président du PDCI-RDA, à l'âge de 84 ans. Et depuis le 4 août dernier, l'année préparatoire médecine, pharmacie et odontostomatologie, appelée tronc commun, a été supprimée. Une suspension qui fait réagir. Le syndicat des étudiants en médecine s'insurge contre la décision, pendant que le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique défend cette réforme et donne des précisions. Nikima Moussa, Fulgence Kissidou. Fini le tronc commun de médecine à l'université d'Anguille-à-Brogois. Annoncé depuis le 4 août dernier, l'école préparatoire aux sciences de la santé fait place à une admission par examen, 2 dossiers, après l'obtention du baccalauréat. Premièrement, il faut que le bachelier, le nouveau bachelier, ait demandé à faire l'UFR médecine de Félix Houphouët-Boigny. Deuxièmement, il faut que son âge maximal soit de 23 ans. Et puis troisièmement, c'est là que ça devient très sélectif, il faut qu'au bac, il ait eu au minimum 12 sur 20 dans chacune des 3 matières suivantes. Mathématiques, physique, chimie et SVT. Et ce n'est pas fini le parcours du combattant. Même s'il remplit tous ces critères-là, on va les classer. Tous ceux qui remplissent ces critères-là seront classés par ordre de mérite. Selon le ministre, la nouvelle réforme est due aux difficultés logistiques et à la volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement. On avait un certain nombre de problèmes à régler, de dysfonctionnements de nos systèmes à gérer par rapport au champ de la santé. Alors, le premier point de dysfonctionnement concerne le taux de réussite. Donc, il nous faut corriger cette anomalie parce que des taux de réussite aussi bas, ça fait beaucoup de déchets, beaucoup de déperditions. Ensuite, le deuxième problème que nous avons voulu régler, c'est le problème d'organisation des enseignements eux-mêmes. Et sans oublier qu'au niveau enseignement, également, à l'EPSS, il n'y avait pas de travaux dirigés, il n'y avait pas de travaux pratiques. Sur le campus, les étudiants en faculté accueillent la nouvelle avec beaucoup d'inquiétude. Je suis nouvelle au tronc commun. Je viens, je m'habitue à quelque chose. Je travaille à fond parce que je me dis, nous sommes nombreux, je dois valider. De vous à moi, je suis désespérée, j'ai plus d'espoir parce que mon mental est cassé au fait. Nous ne sommes pas préparés à cela parce qu'on est en pleine préparation de composition et on a pris ça sur les réseaux sociaux par ailleurs. Reine Esther est aussi passée par le tronc commun. Pour cette étudiante en doctorat, supprimer le concours, c'est réduire les qualités du futur médecin. Au-delà de la qualité académique, des connaissances, il faut bien des valeurs qui doivent nous être communiquées. Et je pense que le tronc commun, de par sa complexité, nous apporte quand même, au-delà de toute la connaissance que nos chers maîtres nous apportent, il y a aussi les valeurs. Pour Osman Chérif, médecin urgentiste, le tronc commun permet à la fois aux étudiants de s'imprégner des bases de la médecine, mais aussi de se forger des qualités indispensables. Pour nous, le tronc commun, c'était un gage de fiabilité des études médicales. Ça nous donnait l'impression vraiment que la formation, dès la première année, était très sélective. Elle amenait à beaucoup travailler. Et on sait aujourd'hui que la vie humaine est tellement précieuse qu'elle n'accepte pas les erreurs. Réuni en assemblée extraordinaire pour la circonstance, le syndicat national des étudiants en médecine estime que la décision est à la fois brusque et désavantageuse. Ceux qui sont au tronc commun, ils n'ont même pas encore validé. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas une assurance qu'ils seront parmi les médecins de Côte d'Ivoire. Mais si eux-mêmes, ils attestent que ce concours en question était un concours qui est bien, je vous laisse en tout cas appréhender la décision. Pour nous, peut-être que nous ne voyons pas toutes les phases de la décision, mais pour nous, on pense que c'est quelque chose en tout cas à conserver parce que ça permet en tout cas un tri transparent auquel nous tous on peut être confrontés selon une probabilité équitable au fait. Face à la situation qui touche ses camarades, Prince Kader espère la prise en compte de leurs doléances par le ministère de tutelle. L'année préparatoire médecine, pharmacie, odontostomatologie, communément appelée tronc commun, a été initiée en 1993. Pour la nouvelle réforme, ce sont donc 800 bacheliers qui auront l'occasion de s'inscrire en sciences de médecine pour espérer être parmi les 600 retenus à la fin de la première année. Le comité sectoriel de dialogue social du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dément les rumeurs de grève des agents de santé qui couraient sur les réseaux sociaux. L'annonce a été faite ce mercredi à la salle de conférence des ministères. Cette rencontre du comité sectoriel de dialogue social du ministère de la Santé avec les journalistes vise à dénoncer les messages anonymes appelant les agents de santé à la grève et démentir les rumeurs. De plus en plus, nous constatons que dans les réseaux sociaux, des messages anonymes appelant donc les agents de santé à la grève sont diffusés. Cela n'est pas acceptable, cela n'est pas normal parce que les Ivoiriens ont besoin de quiétude
pour vaquer à leurs occupations. Les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Quant à la prise en charge de leurs problèmes de santé, il n'est pas normal que des personnes fassent passer sur les réseaux sociaux des messages anonymes qui sont susceptibles donc d'impacter sur la santé de ces Ivoiriens. Face à la situation, Charles Kofi Aka a tenu à rassurer les agents de santé sur l'application de la réforme hospitalière qui viendra contribuer à l'amélioration des conditions de vie du personnel de santé. Nous sommes venus porter cette information devant la presse pour que nos collaborateurs des établissements publics hospitaliers puissent être rassurés, pour que nous puissions leur dire que le traitement des questions liées donc au volet financier de la réforme hospitalière est en cours et est très bien avancé. Ils n'ont pas à s'inquiéter, le gouvernement est au travail et donc cette réforme sera appliquée très bientôt de façon pleine et entière. Cette réforme, selon le comité sectoriel de dialogue social, permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents du secteur de la santé. Et c'est officiel, le journaliste sportif Malik Traoré rejoint la nouvelle chaîne ivoirienne. Après 7 années passées sur les antennes de Canal+ Sport, l'Ivoirien entame une nouvelle carrière de retour chez lui en Côte d'Ivoire, aux commandes notamment d'une émission consacrée à la Première Ligue anglaise qui sera diffusée dès ce samedi sur NCI. Salif Yalekwe. J'ai commencé à regarder la Première Ligue en 1999. C'est officiel, le journaliste ivoirien Malik Traoré, qui avait annoncé il y a quelques jours son départ de Canal+ après 7 années de présence, rejoint la nouvelle chaîne ivoirienne. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ce passage de l'Abidjanaise, hymne national de Côte d'Ivoire, n'a pas cessé de résonner dans mon esprit ces dernières semaines. C'est avec beaucoup de fierté que je rejoins NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et Nostalgie Côte d'Ivoire. Son premier rendez-vous avec les téléspectateurs ivoiriens pour cette nouvelle expérience sera la Première Ligue anglaise à partir de samedi. Malik Traoré, après des études secondaires au Collège Notre-Dame d'Afrique, a ensuite rejoint le Collège La Corniche, où il obtient un baccalauréat français ES. Il s'envole ensuite pour la France, où il fait des études en économie. Piqué par le virus de la communication, il se réoriente dans cette matière, avec à la clé un BTS, puis des études en journalisme à l'Institut international de communication de Paris, sanctionné par un master. Il intègre une chaîne de télé People, dénommée Non-Stop People, avant de rejoindre Canal+ Sport en 2016, où il présente le 11 d'Europe, une aventure à succès avant ce grand retour au bercail avec NCI. Et Malik Traoré, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir Pierre, merci de me recevoir. Aquaba, comme on dit chez nous, votre arrivée est déjà très commentée sur les réseaux sociaux. Vous refermez la page de 7 ans de carrière chez Canal, de vie à Paris, pour ouvrir un nouveau chapitre en Côte d'Ivoire, chez NCI. Est-ce que tous les signaux étaient au vert pour entrer ? Forcément. J'ai quitté mon pays il y a 15 ans, en 2008, pour aller en France, pour poursuivre mes études, dans un sujet qui a été résumé de façon assez brillante. Tous les signaux étaient au vert. Je pense que j'ai accompli un certain nombre de choses dans une expérience précédente. Aujourd'hui, c'est le moment, comme je l'ai dit précédemment, après avoir relevé pas mal de challenges, après avoir réalisé quelques rêves, de relever de nouveaux challenges. Alors, retour au pays, on ne peut pas parler de dépaysement. On revient à la maison en Côte d'Ivoire. On revient aux commandes notamment d'un programme sur le football dans lequel on vous a vu évoluer avec brio. Quels sont les grands changements qui vont arriver pour vous et quels sont les grands défis que vous voulez relever aujourd'hui avec NCI ? Pas vraiment de changement parce que quand je suis arrivé à Canal, il y avait beaucoup de Première Ligue forcément. Donc c'est un championnat que j'aime. Et encore une fois, que je suis depuis déjà la fin des années 90. L'idée, c'est de continuer de proposer un programme de qualité aux Ivoiriens, évidemment suivre ce championnat-là avec assiduité, proposer un rendez-vous qualitatif et un rendez-vous excitant pour les Ivoiriens, et puis tout simplement continuer à faire aimer aux Ivoiriens ce championnat anglais incroyable, mais tout simplement sur NCI. Voilà. Alors donc de la télé dès ce samedi, mais aussi de la radio qui va arriver en quotidienne. C'est peut-être le petit plus finalement qui se rajoute. Exactement, avec une quotidienne à venir de 19h à 20h30, parfois de 18h30 à 21h30. Je vous dirai pourquoi un peu plus tard, ce sera la surprise du chef. Mais en tout cas, voilà, tous les soirs, on a de l'actualité sportive, footballistique tous les soirs. Donc forcément, on aura quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Et la petite nouveauté, ce sera que les auditeurs pourront évidemment intervenir dans cette émission. Donc on travaille déjà sur ce programme à venir le 4 septembre. Alors Malik,
C'est quoi pour vous aujourd'hui le plus gros challenge? Je l'ai répété, cette arrivée est très commentée sur les réseaux sociaux. On a l'impression que vous étiez attendu depuis tellement longtemps. Est-ce que ça vous met de la pression? Déjà, le plus gros challenge, c'est d'avoir autant de classe que vous, parce que franchement, vous êtes taillé. Merci, c'est gentil. Vous êtes sur votre 31 et ça va être pas évident forcément de me mettre au niveau. Non, voilà, le challenge, ça va être encore une fois. Non, je pense pas qu'il y ait un si gros challenge. Voilà, NCI est une jeune chaîne avec beaucoup d'ambition, des journalistes vraiment dynamiques. On va essayer de rester dans la même veine. Et puis, forcément, je pense que ce qui va être intéressant pour nous, c'est de pouvoir tenir les auditeurs ou les téléspectateurs par la main, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand rendez-vous attendu chez nous en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Donc voilà, c'est accompagner les Ivoiriens en tant qu'acteurs devenus aujourd'hui majeurs sur le sport africain, sur le sport tout court en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle aventure chez NCI? La santé avant tout, et puis que les auditeurs et les téléspectateurs adhèrent aux petits projets qu'on a envie de leur proposer. Et puis voilà, j'espère tout simplement faire des heureux. J'espère que voilà, j'ai été vraiment touché par l'élan de bienveillance à la fois de mes collègues et puis du public. Donc j'espère que ça va continuer et j'espère que voilà, longue vie au sport sur NCI. Encore une fois, Malik, bienvenue dans la grande famille NCI. Et les téléspectateurs vous retrouvent dès ce samedi. C'est ça, 13h15 GMT sur NCI. Donc avec, on va écrire l'histoire tout simplement avec la première rencontre de Première Ligue sur NCI. Merci, à bientôt. Merci Pierre, à bientôt. Et on prend à présent la direction du Niger. Depuis quelques semaines, les Nigériens traversent une période particulièrement difficile. Les sanctions contre le pays ont un impact sur les populations. Après la fermeture des frontières, hier mardi, le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité. La situation au Niger inquiète la diaspora nigérienne en Côte d'Ivoire qui espère une solution rapide. Issa Koné, Fulgence Kissiedou. À Djamé Mosquée, c'est dans ce quartier que vit Chaïbou depuis plus de 20 ans. Ce soir, il vient effectuer une transaction pour sa famille. Cette crise politique, avec son lot de conséquences dans la flambée des prix des denrées alimentaires, inquiète ses ressortissants nigériens. Il y a différence mal même, parce qu'avant, on n'a pas de problème. Mais ici, maintenant, elle est là. Toujours, on voit au coup de fil, allô, il y a trop de problèmes au Niger pour le moment. Du riz est trop cher. Un sac de 25 kilos, au moins 19 000. Tout comme Chaïbou, les ressortissants nigériens déplorent cette crise qui vient fragiliser l'économie du pays. Ça, là, on appelle ça un coup d'État. J'ai pris quelqu'un en étage, tu prends quelqu'un, tu gardes, tu fais ce que tu veux. Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de tout. Avant, tu peux envoyer 20 000, ça peut suffire, 30 000. Maintenant, il faut envoyer 50 000, 70 000, jusqu'à 5 000. Cet coup d'État qui est arrivé chez nous au Niger n'est pas le bienvenu, surtout nous de la diaspora, en tout cas, ce n'est pas la bienvenue. Les familles, on a des contacts avec eux, mais vraiment, ils sont inquiets là-bas. Hier mardi, le Nigeria voisin, qui fournit plus de 2/3 de l'électricité, a coupé tout approvisionnement. Une situation qui inquiète la communauté. Des coups d'État au Niger, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est pas bon, c'est tout à l'hôpital. Et puis les autres coins qui vraiment, où on utilise beaucoup de courant. Mais aujourd'hui, à la manque de courant, on a qu'à vite même pour libérer les pays et puis toutes les choses n'ont qu'à devenir normales. Près d'1 million de Nigériens vivent sur le territoire ivoirien. Chaque jour, ces milliers de Nigériens nourrissent l'espoir de sortir de cette crise. Ce jeudi 10 août, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tiendra un sommet extraordinaire sur la situation qui prévaut dans ce pays du Sahel. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne soirée sur NCI.